Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir en compagnie d'Éric, de recevoir un grand russe et un grand français en même temps. Hein? Vraiment. Je suis écrivain français maintenant d'origine russe et ukrainien, les deux. Auteur du 58e livre, donc Vladimir Fedorovski, que nous recevons donc pour son 58e livre. D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, paru aux éditions Ballant en octobre dernier. Vladimir Fedorovski, vous le connaissez bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, parce que nous aimons le recevoir sur Radio Courtoisie. C'est un ancien très haut diplomate russe, notamment qui a œuvré du temps de la perestroïka, de Gorbatchev. Il est écrivain, auteur donc de 58 livres. Et nous allons parler de la guerre du thème suivant. La guerre entre l'Occident et la Russie est-elle inévitable? Vladimir quel beau titre, mais angoisse. Laurent, je viens ici avec beaucoup de motivation. J'apprécie, je ne vous cache pas, j'apprécie votre émission. Mais l'époque est très dangereuse. L'époque est très dangereuse. Je pense qu'on vit maintenant le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe. Pas depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais tout court. Donc, en tout cas, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, peut-être même le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous avez eu l'amabilité de mentionner ce livre. C'était conscient de ma part aussi de publier ce livre à ce moment-là, parce que détrompez-vous, les gens sont angoissés. Ils ont marre, pour être franc, de comment vous dire, de la médiocrité, disons, à la fois médiatique et intellectuelle aussi, pour vous dire les choses, et parfois la médiocrité politique. Ils veulent quelque chose de plus lumineux. Et mon livre, c'est l'hommage au génie français. Dans votre station, vous êtes éminemment francophile et vous poussez surtout la langue française au pinacle. C'est l'histoire d'un Français, d'un des plus grands Français du XVIIIe siècle, que personne ne connaît. C'est une révélation. D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, c'est un grand Français qui s'appelle Armand de Lestoc, qui était copain de Pierre le Grand, qui était amant, imaginez-vous bien, amant de deux tsarines. C'était surtout un grand aspirateur de la tsarine que j'aime beaucoup, que je décris, qui s'appelait Élisabeth. C'est la fille de Pierre le Grand. Élisabeth Ier. Élisabeth Ier, c'est la fille de Pierre le Grand. Et ça, c'est une... Vous savez, j'aime cette dame parce que, vous savez, depuis longtemps, je suis associé à cette ville extraordinaire qui est Saint-Pétersbourg. Et la magie de Saint-Pétersbourg était faite par mon D'Artagnan de Saint-Pétersbourg et par Élisabeth. Tout le monde pense que c'est Pierre le Grand. Pierre le Grand, il a fondé cette ville. Mais après, c'était formidable. Tout d'abord, il y a les pages dans ce livre que j'aime évoquer, et peut-être c'est les meilleures pages parce que, vous savez, il organise un coup d'État. Seul le XVIIIe siècle garde le secret de ce coup d'État, les souterrains, les voyants, les rencontres secrètes. Elle vient le voir, la tsarine, dans les souterrains. Vous comprenez, manteau de fourrure extraordinaire de renard argenté, il n'y a rien sur les manteaux, puisque c'était la tradition autrefois, etc. Tout c'était extraordinaire. Extraordinaire. Et bref, je ne vais pas parler beaucoup de ce livre, même si je le fais ça comme un cadeau de Noël pour vous, mais vous comprenez, c'est une telle histoire. On porte, vous savez, pour moi, il y a deux clins d'œil que je vais vous dire beaucoup plus sérieux, qui concernent notre émission, face à ça. Mais pour terminer, il y avait deux aspects où Armand de Lestoc a joué un rôle absolument historique. Vous savez, c'était il aimait les femmes, mais il aimait aussi le jeu de cartes.
quand il jouait aux cartes, une fois, il a joué avec un jeune garçon qui était un jeune architecte. Il a tout compris. Et le lendemain, il vient voir sa copine, la tsarine devenue Élisabeth, la grande impératrice, et il dit, écoute, il pouvait le voir à n'importe quelle heure du jour de la nuit, parce que c'était aussi son médecin. J'ai oublié de vous dire que c'était un médecin extraordinaire. Vous savez, Lestock, il a fait quelques bêtises en France. Pourquoi il est allé là-bas? Il fait quelques bêtises en France, il est libéré par la duchesse d'Orléans, et puis il devait se cacher. Les bêtises en France, c'était... Il a fait quelques bêtises en parole, il a fait trop de mots à propos du pouvoir royal, quoi. Enfin, oui, c'était pas des bêtises médicales. Non, c'est pas des bêtises médicales, il était frondeur. Il était frondeur, mais vous savez, c'était un jeune garçon, c'était un garçon de 18 ans. Quand il a fait ça, et son frère, qui était un grand officier, il s'est arrangé avec la duchesse, et il était libéré, il était arrêté. Et alors, il devait aller là-bas. C'est toute une histoire que je raconte, parce qu'il a hésité comment aller. Il est allé en Hollande, sur les traces de Pierre le Grand. Il était bluffé par Pierre, parce que Pierre le Grand, vous savez, c'est toute une histoire en soi. Vous savez, rien n'est inventé, mais tout est vrai là-bas, mais ça se lit comme vous pensez que vous plongez dans le roman de KPP. Et puis les histoires d'amour flamboyantes, rien que vous imaginez. La fille de Pierre le Grand, il ne voulait pas le pouvoir. Il aimait vivre et il avait une histoire avec Lestock, il le pousse. Et puis il organise ce coup d'État, etc. Mais pour revenir à deux choses essentielles pour moi, il a compris, c'est quelqu'un qui a eu un flair, vous comprenez. Il a compris que ce garçon a un talent fou. Et il a dit, écoute, Élisabeth, tu sais, tu dois lui donner la carte blanche pour construire Saint-Pétersbourg. Et les gens qui ont visité Saint-Pétersbourg n'oublient jamais cette ville. Cette ville, c'est à la fois le décor de théâtre, mais c'est un chef-d'œuvre absolu, et on le doit à ce garçon, et par conséquent aussi à Lestock. Il s'appelle Rastrelli. Rastrelli, c'est un des plus grands architectes du monde. Et quand ils ont discuté avec Lestock, il raconte ça parce que vous savez, tout est basé sur les lettres, sur mes recherches, etc. Dans les archives, il raconte pendant ce jeu, où d'ailleurs Lestock a perdu aussi pas mal d'argent, lui, et il dit, qu'est-ce que tu veux faire, mon garçon? Il a dit, je veux réunir les choses inexplicables qu'on ne peut pas réunir, et vous allez voir, je vais faire un chef-d'œuvre. Je vais réunir le baroque italien, les couleurs italiennes, parce que vous avez visité Saint-Pétersbourg, vous vous souvenez là-bas, sur les toiles de fond des neiges éternelles de la Russie, d'un coup apparaissent les couleurs inattendues, surtout le bleu, il aimait bleu, mais le fuchsia parfois, le jaune, extraordinaire, et d'un coup, ça c'est... Il a réuni le classicisme, on est francophile, vous et moi, Laurent, par excellence. Il a réuni le classicisme français, n'oublions pas la francophilie. Il a réuni aussi la tradition russe de Novgorod avec les coupoles. D'ailleurs, à propos de coupoles, je vais faire une parenthèse. Demain, il y a un endroit à Paris, vous savez, le centre spirituel russe. Je vais rappeler après vers la fin. Aussi, je vais faire la conférence demain, c'est libre d'entrée à 15h. C'est vraiment, il suffit de téléphoner là-bas et vous serez... Les coupoles, vous vous souvenez, sur le quai de Branly, les coupoles, il a réuni tout ça. Et ça a donné, vous savez, un chef-d'œuvre. Vous comprenez, on dit que c'est la Venise du Nord. Non, ce n'est pas seulement la Venise. La Venise du Nord, c'est l'histoire. Le fait qu'ils ont créé, ce n'était pas beaucoup de gens, vous comprenez? Pourquoi je fais ça? Je raconte l'histoire de Lestock. Parce que vous savez, sans lui, il n'y avait pas de cette magie de Saint-Pétersbourg, de ces couleurs. Il y a un grand Américain, Billington, il s'appelait, qui écrivait aussi sur ça. Il a dirigé la bibliothèque de Congrès. Une fois, il m'a dit, c'est le plus grand architecte du monde. N'hésitez pas à le dire. Je n'ose pas le dire, mais vous comprenez, ça c'est une telle magie.
Et ça, c'est une performance de Lestock. Deuxième performance, ça, c'est les choses sérieuses. Deuxième performance, sa copine, la Tsarine, ils ont fait le coup d'État, les corps sur le terrain, tout ça, c'est 41. Il fait le coup d'État, mais elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et elle devait adopter quelqu'un qui était son neveu, il s'appelait plus tard Pierre III. Et quand il a adopté ce garçon, il était disgracieux, il n'aimait pas les Russes, tout ça, il jouait sur les Allemands. Et encore une fois, un flair. Vous savez, en politique, il faut avoir un flair. Ah, c'est fondamental. C'est ça, on dit à propos de Trump, je vais vous dire pourquoi je suis plus intelligent, parce qu'on dit... Et puis j'ai connu des gens qui ont le flair. Oui. De Gaulle en avait beaucoup. Hein. De Gaulle. Oui, oui. Vous savez, je vais vous dire, Chirac a eu un flair parfois, pas sur le truc intérieur, mais sur les les relations. Oui. Je vais vous raconter ça, parce que je l'ai bien connu, ça, il faut que je raconte ça, parce que dans les choses comme ça, et Lestock, il dit, j'ai croisé une jeune fille, 14 ans, mais quelle volonté! J'ai regardé ses yeux, il faut le marier, votre neveu. Et c'était Catherine II. Ah oui. Il s'appelait Sophie, une petite princesse allemande. C'est-à-dire l'invention de Catherine II, cette grande impératrice Catherine II. Les Américains, vous savez, ils font quand même parfois plus, parce qu'ici, la russophobie est totale. Mais sur la russophobie, il y a deux choses aux États-Unis aujourd'hui. C'est quand même différent. Il y a deux choses. Il y a la série télévisée à Netflix qui marche le plus, c'est la série sur la grande Catherine, sur Catherine II, la série télévisée. Et il y a sur Tolstoï, même j'ai fait une prétention, je vais vous raconter un jour, la comédie musicale qui a fait le tabac à Broadway, vous savez, c'est Tolstoï. Mais bref, il a fait ça, elle vient en Russie, c'est une petite fille, et il s'occupe de son éducation. Elle aime la Russie, comme Lestock aimait la Russie. Il y a cet aspect-là. Et il y a l'aspect qui nous touche. Vous savez, aujourd'hui, parmi les bêtises, on a souvent évoqué, ce conflit, c'est un amoncellement des erreurs d'analyse. Et parfois des bêtises monumentales d'analyse. Parmi les bêtises monumentales d'analyse, il y a ce triomphe de russophobie en Occident. C'est une bêtise, parce qu'il fallait me demander, si vous voulez vraiment embêter Poutine, il fallait distinguer entre Poutine et le peuple russe. Alors, ils ont réuni ça. Mais bref, russophobie totale. Et Lestock, il a réfléchi sur ça. Vous savez ce qu'il a dit? Il était en quelque sorte prémonitoire. Vous avez utilisé le mot qu'il fallait, mon cher Laurent. Vous savez, quand De Gaulle, il était gaulliste avant l'heure, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il disait à Versailles, il a un copain qui a moussé son rôle dans ce coup d'État, qui était ambassadeur de la Chatardie, ambassadeur français. Ils ont été d'accord d'ailleurs sur ça. Il disait à Versailles, calmez-vous, faire une alliance avec les pays musulmans. Il disait, vous savez, regardez j'ai travaillé dans les archives. C'est étonnant ce qu'il disait. C'est une erreur. Vous voulez la grandeur française, faites l'alliance avec les Russes, ça va équilibrer l'Allemagne, ça va équilibrer les choses. Aujourd'hui, il y a, vous savez, un réarmement de l'Allemagne, mais je me souviens de mes conversations avec Chirac, même avec les autres. Vous comprenez, tout ça, c'est une évidence. Vous comprenez, c'est une réflexion. Réflexion sur les choses vraiment essentielles. Et pour vous donner un piment et une sorte de perche pour notre discussion après, il a dit une phrase tuante pour les gens d'aujourd'hui. Il a dit, la géographie, la géopolitique, c'est pas le nombril. C'est pas l'émotion. La géopolitique, il n'utilisait pas les mots géopolitique, en revanche, il utilisait le mot de l'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État. Il utilisait le mot la géographie. Il utilisait le mot le climat. Il utilisait l'aspect, la population, géographie. Il y a encore un mot absolument tuant, parce que qui paye? Il utilisait le mot l'arithmétique.
l'arithmétique. Les statistiques. Les statistiques. L'arithmétique, qui paye? Qui va payer? Qui va payer? Qui va payer? Et ça, c'est quand même Lestock, il va... il avait du génie. Hein. Il avait du génie. Mais c'est pour ça. Vous savez pourquoi je fais ça? Franchement, c'est pour réconforter la France que j'aime, parce que les gens baissent les bras parfois. Oui. Mais je dis, il ne faut pas baisser les bras, parce que la France a une particularité. La France que j'aime, que vous représentez, elle a une qualité. Et je voudrais donner la veille des fêtes quand même un message de l'espérance, j'ai failli dire. Parce que vous savez, la France, dans le moment de difficulté, elle a une très grande qualité. Vous savez, je vais vous étonner. C'est une qualité qui a été repérée, j'ai bien connu Dali. Salvador Dali. Salvador Dali, c'est mon ami. Mais sa femme était d'origine russe aussi, comme moi, oui, etc. Oui. On se voyait régulièrement à l'hôtel Meurice. Et il m'a dit, la France a une qualité de bon sens, de mesure. Et dans les moments de désespoir, on a Dali qui était... vous savez, Dali, c'est très intéressant. Un jour, il faut raconter ça, parce qu'il était, pour les journalistes, il était que vous étiez à l'époque au centre des événements, quand vous étiez au Figaro Magazine. Je tiens à vous dire, vous vous souvenez, et pour les journalistes, il était une sorte de guignol. Mais dans la réalité, dans les petits comités, quand on a parlé seul à seul, très profond. Très profond sur Dostoïevski, il aimait que je lui... il y en a deux qui ont aimé que je lui récite les vers russes, c'est Dali et Chirac. Mais bref, pour vous dire, vous savez, à un moment donné, le retour, mais bref, je termine avec mon affaire de Lestock, parce que je vous étais, mais vous m'avez poussé en quelque sorte, Laurent, parce que vous savez, ça nous donne la perche pour... voilà, et je vous conseille vivement, chers auditeurs de Radio Courtoisie, d'en faire un cadeau de Noël. Merci, j'espère pour ça, et aussi, si vous désirez, cette fois-ci, c'est gratuit, ce sera samedi à 15h, Quai Branly, je vais raconter. Donc demain, quand je dis, mais parce que vous avez à 15h, Quai Branly, dans le centre spirituel et culturel sur le quai de Branly avec les coupoles, je vais faire une sorte de conférence sur l'affinité franco-russe et le rôle de mon D'Artagnan de Saint-Pétersbourg que je vous ai décrit. Mais les temps sont néanmoins beaucoup plus graves que mon histoire de ce grand Français. Nous sommes maintenant au moment charnière, je ne vous cache pas. Je considère que le choix est grave et l'heure de choix est venue. Soit on trouve, il y a une possibilité, j'espère que Dieu sera avec nous parce qu'il faut éviter l'apocalypse, soit on va vers l'accord difficile, les compromis difficiles, il y a une possibilité, contrairement à ce qu'on raconte, soit, et ça c'est, vous savez, l'ambiance de ces dernières heures le prouve, soit on mélange la propagande et la politique réelle, on tombe dans l'approximation, dans l'analyse, et dans la réalité, on va dans ce cas-là vers l'escalade, tous azimuts. Et l'escalade de tous azimuts, je vous jure avec mon expérience, et j'étais quand même objectivement quand j'étais diplomate en des fossoyeurs de la guerre froide, je vous jure que ça va se terminer par un désastre nucléaire. Bien sûr. Vous savez, je vais vous dire, c'est très simple. Pourquoi maintenant, pour ne pas gêner vos copains de mainstream, j'utilise beaucoup les phrases des Américains. Ils ne sont pas trop mes copains. Je fais l'euphémisme. Je tiens à vous dire, mais je les taquine parfois parce qu'ils me laissent dire des choses. Je le dis poliment, mais je le dis. Vous savez, je vais vous dire, j'utilise parfois des petites astuces. Ces dernières heures, j'utilise beaucoup le paravent. Et c'est Trump et les Américains, parce que les CIA et les Américains, ils ont marre maintenant, ils sont très inquiets aussi. Et Trump, il a dit peut-être, il a dit maybe. Après les rencontres au Kremlin, vous vous souvenez, à Witkoff,
le gendre de Trump, qui est beaucoup dénigré. Kushner. Kushner. Il faut peut-être commencer. Il dit peut-être, on a évité la guerre mondiale. Peut-être. Mais vous savez, je vais vous dire, comme l'heure est grave, je conseille avec beaucoup de gravité, vous savez, de faire comme nous avons fait quand j'étais aux affaires pendant la fin de la guerre froide. Et c'est pour ça qu'on a sauvé le monde. Parce que, vous savez, je vais vous dire, Laurent, on était souvent au bord du gouffre. Oui. On était plusieurs fois au bord du gouffre. Plusieurs, oui. Plusieurs fois au bord du gouffre. 62, 83. 83, c'était... Moi, j'étais aux affaires, je vous signale. 83, les gens... Vous êtes un fin connaisseur de ça. Mais c'était complètement dingue. Et c'était lié exactement avec ce qui se passe. Vous savez, je vais vous dire, c'était lié avec les erreurs d'analyse. Et les erreurs d'analyse, ils peuvent nous ramener à tomber dans les choses. 83, vous savez, vous avez parlé de Kennedy, c'est une autre époque. Franchement, on ne peut pas même comparer ça parce que, à la différence de l'époque qu'on connaît, j'ai eu le reflet de ça. Vous savez, c'est les gens qui ont connu la guerre qui ont toujours peur de la guerre. Vous savez, je suis désolé pour ma réputation, dans ma longue vie diplomatique, j'étais interprète de Brejnev, de la langue arabe. Oui. De la langue arabe. Pour l'arabe, oui. Je parle parle arabe. de nombreuses langues. Hein. Je parle de nombreuses langues, mais vous savez, je vais vous dire, ça c'était mon destin qui était... Et je les ai observés à l'époque. Brejnev, vous savez, il a essayé le plus la guerre. Il était en général pendant la guerre. Et Kennedy, vous parlez de Kennedy, je vous ai déjà dit ça, dans le moment de désespoir, je conseille vraiment aux gens d'écouter ça. Au moment vraiment dans la nuit, quand ça devait commencer, vous savez, quand on ne savait pas comment ça tourne. Les généraux américains exigent qu'ils frappent les Cubains. Oui. C'est le hasard vous savez qu'il y avait franchement, il y avait un extraordinaire ambassadeur là-bas qui est complètement oublié, le Russe, qui est subtil. Il faut qu'on revienne avec ça. Mais vous savez, dans la diplomatie, j'ai conseillé les gens comment il faut mener. Il a conseillé Kennedy comment mener une négociation. Il y a une histoire pittoresque. Vous savez, Witkoff, il était écouté ils ont enregistré sa conversation avec les Russes. Ils ont reproché que Witkoff, il dit comment il faut mener une négociation avec Trump. Mais c'est ridicule. C'est le travail d'un diplomate. C'est ridicule, vous comprenez. Oui. Moi, si vous mettez, il y a tout est dans les archives. Oui. Mais comme mes ambassadeurs, j'étais en contact permanent avec le Quai d'Orsay, mais un jour, je vais publier ma conversation avec Chirac. Évidemment, je lui donnais les indications. Je me souviens comment faire. Il vient chez moi, Chirac, le jour de la fin du communisme. Je vous ai raconté ça, non? Non. Je vais vous dire, mais il me demande comment faire ça. Mais bref, pour revenir, Kennedy, il disait dans son discours, dans la future guerre qui nous attend, il n'y aura pas ni vainqueur ni vaincu. Vous comprenez? Et ni vainqueur, les gens ont peur. En ce qui concerne 83, vous avez raison de mentionner ça. Ça, on a failli tomber dans le désastre. Et c'était une erreur d'analyse, cette fois-ci, des Russes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs d'analyse de deux côtés, mais les Occidentaux, ils sont dans... Vous savez, les Américains, comme j'utilise les paravents, ils utilisent les mots exquis à propos des erreurs d'analyse. Il y a vice-président Vance, il y a 4 jours, il a dit c'est le fantasme européen, les fantasmagorie, fantasme, il utilisait. Et le secrétaire d'État à la Défense, il a dit les illusions, les deux mots. Et justement, est-ce que les Européens ne sont pas en train de saboter le rapprochement américano-russe? Parce que là, ils jouent la bouche du coche, les Européens. Vous savez, je vais vous dire, quand je réfléchis sur ça,
la situation des Européens, c'est une situation difficile, je ne vous cache pas. Une situation difficile, pourquoi? Parce que, vous comprenez, la situation réelle, et je considère que c'est une erreur. L'erreur principale, c'est quand même de pousser la Russie dans les bras de la Chine. Complètement. L'erreur principale, c'était, il y avait seulement des erreurs d'analyse, tout ça, approximation d'analyse. La phrase du ministre français, Le Maire, sur que je vais mettre la Russie, l'économie russe à genoux 2 semaines plus tard, c'est une phrase, au début, on m'a dit qu'il n'a pas lu le papier. Mais ce n'est pas vrai. C'était l'analyse profonde, même de la CIA de l'époque, que la Russie va s'écrouler, que Poutine va mourir, que les Russes ils vont faire... C'est tout le contraire qui se passe. Mais dans l'armée russe, etc., mais dans ces erreurs, il y a une chose sur laquelle je suis bouleversé avec mon expérience. Et franchement, comme je suis, vous savez, très attaché à l'histoire longue de la France, je pense que cette longue tradition diplomatique française aussi, on doit prendre ça en compte. Et la longue diplomatique française exigeait un dialogue très fort avec les Russes. Et on me demande souvent, mais comment on peut discuter? Mais on ne discute pas avec... vous savez, la diplomatie, c'est une discussion avec les partenaires. Et surtout, franchement, il faut discuter pas avec les amis. Voilà. Pour taquiner, vous savez, comme je suis vraiment, parfois, j'ose les dire des choses assez ouvertement, la diplomatie a été presque tuée. Et je compare la situation avec les histoires d'amour. Il y a 2 sortes de possibilités, mon cher Laurent, de faire l'amour. Il y a, soit on fait l'amour avec les partenaires, soit on fait l'amour avec soi-même. Et l'amour, la diplomatie de cette dernière époque, on se voyait comme l'amour à soi-même, c'est-à-dire il n'y avait pas de partenaire en face. Et ça, c'est une situation gravissime. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, ils sont révélés. Parce que dans la réalité, tout était donné aux Américains. Tout était donné aux Américains et c'est eux qui mènent la barque. Soyons très clairs. L'Europe, sans la participation des Américains, ne peut pas y aller au charbon. Et les Américains sont formels. Encore hier, ministre de la guerre, et Trump, 2 fois, quand il dit, avant-hier, je crois, il a dit l'Ukraine n'a pas de carte. Plus ça dure, plus ça sera dur pour elle. Il fallait ça, la guerre ne devait pas commencer. C'est pas ma guerre. Les Américains ne vont pas aller là-bas sur le terrain. C'est absolument impossible. Les Américains ne vont pas payer. Vous comprenez, c'est les phrases qui sont... Non seulement on dit, c'était une discussion, vous vous souvenez, dans le cabinet aval, quand il était un peu excité, et surtout le vice-président Vance, ils ont été très durs. Mais on m'a raconté, j'hésite de vous raconter mes conversations un peu. Allez, je vais vous faire ça. Vous comprenez, hier, on m'a dit qu'il en a marre. On m'a dit les Américains, les grands Américains. Il en a marre. Pourquoi il en a marre? Trump. Il en a marre. Pourquoi il en a marre? Pourquoi je vous dis la gravité de la situation pour ça? Pourquoi il en a marre? Parce que, vous savez, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, il y avait une combine quand ils ont enregistré les conversations de Witkoff, qui est le principal négociateur dans les affaires, et son homologue, qui est un homme d'affaires aussi russe, mais qui est représentant aussi dans ces négociations, il s'appelle Dmitriev, et surtout avec le conseiller de Poutine pour les affaires internationales, il s'appelle Ushakov. Dans la conversation, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Mais vous savez, autour de cette crise, pourquoi je leur dis oubliez la propagande, oubliez la manipulation, c'est tellement grave. Jouez comme mon ami, les stocks, les cartes sur table. Les cartes sur table. Et regardez, si vous avez des cartes, comme dit le président, si vous avez, Trump, il dit vous n'avez pas de cartes. Mais si vous avez des cartes sur table. Au lieu de ça, on fait la manipulation. Pourquoi elle est excédée? D'après ce qu'on m'a dit, des gens vraiment qui sont
qui sont au courant de tout. Il dit que Trump, il a acquis une conclusion, que c'était une combine. En fait, c'était une manipulation pour dénigrer Witkoff et accuser qu'il est agent russe. Mais Trump, il fait comme s'il a un flair. Il fait une analyse beaucoup plus grave. C'est une combine contre lui. Oui. Ça va commencer par Witkoff, c'est-à-dire la combine, c'est simple. Il y aura les élections de mi-mandat, il y a les problèmes économiques, il y a les pour, les contre, il a réussi certaines choses sur le plan international, il n'a pas réussi pour lui. L'Ukraine, c'est une maintenant réussite de l'Ukraine, c'est vital. Il s'agit maintenant, vous savez, les jeux d'enfants sont terminés. Il s'agit maintenant de la survie de Trump, de son rôle historique, de son rôle comme président, mais de la survie de la présidence du Trump. C'est pas du tout, maintenant, c'est pas le jeu d'enfants. Les jeux d'enfants sont terminés. Et il a l'analyse de Presco, et ça, c'est vraiment les sources très précises. Ils me disent, il en a marre parce qu'ils disent, deuxième chose, il vise cette fois-ci son gendre. Parce que vous comprenez. Jared Kushner. Exactement. Parce que, vous savez, c'est Witkoff et les gens, je vous ai raconté ça une fois, ils représentent antithèse. À New York, il y a deux sortes de tendances. Il y a une tendance des néoconservateurs, ce sont des gens qui ont des origines de là-bas, qui haïssent les Russes. Et il y a des gens qui sont pour la coopération avec la Russie, mais pas parce qu'ils sont vendus. Vous savez, Kennedy n'était pas vendu en Russie. Excusez-moi, un jour, on va publier, j'ai eu des contacts avec Reagan. Avec Reagan, peut-être on va accuser Reagan qui était les choses. Mais si on se souvient il y a une grande lucidité de la part de Reagan. Et d'ailleurs, Reagan, à la différence des autres, il y avait beaucoup, quand on me parle du problème d'élargissement, etc., de l'OTAN, je parle. Vous savez, Reagan, on a eu énormément d'accords oraux. Ce n'était pas les choses écrites. Et je vous jure, Reagan a toujours tenu la parole. Parce que, même à Yalta, on dit que c'est les choses, tout est oral. Mais bref, pour revenir à ça, quelle est leur combine, d'après l'analyse de Trump? Que, voilà, on fait... Et Kushner, pourquoi il accuse ça? Parce que la famille de Kushner vient de la Biélorussie. Ses ancêtres... C'est des juifs biélorusses. Biélorusses. Mais quand vous dites, vous savez, il y a deux tendances. Je vous dis, à New York, je n'étais pas explicite, mais pour être clair, ce sont des gens des mêmes origines, mais qui ont deux attitudes différentes. Kushner, je vais vous dire pourquoi. Parce que Kushner, sa famille était persécutée là-bas, ils ont été dans le ghetto. Et c'était les grands héros de la guerre. Vous savez, ils ont fui, ils ont rejoint les maquisards. Les gens ils sont battus comme maquisards. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ne racontent pas ça. Mais ils savaient à tel point qu'ils ont gardé, évidemment, les parents. Vous savez, c'est pratiquement les mêmes villages que Chagall, que j'adore. Il y a un tableau que Chagall m'a donné. Je regarde ça. Parce que j'ai bien connu... vous avez une petite fortune, là. Non, mais non, fortune, ça, c'est les amis, c'est les amitiés. Mais Dali, il m'a fait les choses extraordinaires, vraiment, les choses comme ça. Kandinsky, tout ça, Mais bref, les choses, quand je regarde, c'est les mêmes villages, les mêmes mythiques. Mais vous savez comment ces gens-là, les gens ne savent pas. Il vient à la Biélorussie. Kushner, il vient dans la Biélorussie. Et en fait, c'est une immigration de Freistadt, les Kushner, en fait. Évidemment. Ils sont venus et après, ils ont fait la fortune après, là-bas, aux États-Unis, mais c'est une autre chose. Mais à tel point qu'à la différence, par exemple, de Blinken, qui haïssent, ou Hollande, vous savez, ou Velkovitch, c'est le même milieu, soi-disant, parce qu'ils ont les ancêtres là-bas, ils haïssent les... Eux, Madeleine Albright aussi. Évidemment, ça c'est les gens, ça c'est une autre chose. Mais en ce qui concerne ces gens-là, ils ont un grand intérêt pour les Russes, mais ils ont une chose qui est très particulière quand même. Ils disent qu'il n'y avait pas de Stalingrad, il n'y avait pas de Juifs. C'est très simple. C'est-à-dire, eux, ils ont gardé l'image, c'est-à-dire dans leur esprit, le sacrifice des Russes, 27 millions,
on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas nier. Et les gens ne savent pas qu'il vient là-bas en pèlerinage dans leur... disons que voir honorer les tombeaux de leurs ancêtres. Et ils ont des bons rapports avec le président Biélorussie, CIA en Occident. Les Kouchner. Absolument. Les Kouchner viennent en pèlerinage. Pèlerinage là-bas. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important, ça. Oui. Non, mais c'est important pour comprendre que derrière ça, il y a toute une réflexion. Oui. Vous savez, je vais vous dire, Laurent, il faut dire les choses maintenant, les cartes sur table. Vous comprenez, il y a une tradition de russophilie, pas russophilie, mais des rapports forts. C'est pas, on dit qu'il roule. Il ne roule pas pour Poutine, il roule pour les intérêts des États-Unis. Je vais vous expliquer ça. Et ça, mais il roule, mais il y a les gens qui sont... Et c'est une tradition. Au même moment, quand Kouchner était se battu, vous savez, quand on dit la Russie était diabolisée pire que maintenant 2 fois dans l'histoire. Avec, je vous ai raconté la guerre de Sébastopol, mais il y avait une histoire que les gens ne connaissent pas. C'est vraiment, peut-être, Laurent, je vais vous faire un petit élément nouveau. Vous savez, en 1940, il y avait une période, la Russie est comme le diable, etc., c'est-à-dire il y avait toute une tendance chez les militaires, en fait, avec Vichy, ça a continué plus tard, qui disait qu'il faut attaquer les Russes. La France était en train de tomber, ça s'appelle l'opération Pike. Cliquez, opération Pike. C'est-à-dire, vous parlez de l'époque du pacte Ribbentrop-Molotov, c'est ça? Plus tard, après le pacte, les Français et les Anglais, ils ont fait la combine pour attaquer les Russes. En 1945, alors? Non, en 1940, mon cher. En 40, regardez, 40, l'opération oui. Pike, c'est une chose que ni les Russes, à cause de leur estime pour les autres, ni les Français ne veulent pas se souvenir, mais c'est une grande opération qui s'est préparée. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est un triomphe de fausse analyse, d'approximation d'analyse. Vous savez, la France était à quelques semaines de tomber. Hitler devait venir à Paris bientôt. Et à ce moment-là, au lieu de préparer les plans de combattre Hitler, il y avait des plans, regardez dans les archives. Il se préparait pour attaquer la Russie du Sud et du Nord pour conquérir le Kremlin. C'est une affaire complètement pittoresque et je vous signale que ça, c'est dans le même esprit. Mais bref, pour vous dire, pour revenir à notre affaire, vous comprenez, c'est pour Trump, c'est une attaque contre la famille, contre sa famille et contre lui-même après. Parce que vous savez, c'est pas par hasard qu'en même temps, on a de nouveau sorti Trump, agent de Poutine. Vous savez, la CIA, les services secrets américains, ils ont mené déjà l'enquête. Il y a la publication de procureur, et de nouveau on sort, mais pour lui, c'est pas du tout une rigolade. Mais en fait, l'État profond américain essaye de faire tomber Trump, évidemment, de saboter les négociations avec les Russes. Et c'est le drame de l'Europe, c'est qu'elle est dans la roue des Américains dans cette relation Occident-Russie. On sait bien que les Américains ont constamment eu à cœur d'établir un fossé entre l'Europe occidentale et la Russie. Le sabotage de Nord Stream par les Américains, vous êtes bien d'accord que c'est les Américains qui ont saboté Nord Stream? Vous savez, je vais vous dire, vous avez raison sur un point à 100%. Sur un point suivant, que c'est tout à fait clair et public maintenant, que cette affaire d'utilisation de l'Ukraine comme une fer de lance contre la Russie, oui. c'est une affaire, c'est une affaire qui était bien réfléchie. Oui. Ça remonte à la période de la fin du communisme. Encore une fois, pourquoi je prône les choses d'une manière, vous savez, pourquoi j'exige maintenant l'analyse très fine.
qu'on oublie l'ignorance, qu'on oublie, comme disait mon ami d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, qu'on ne prenne pas ses désirs pour les réalités et qu'on regarde la réalité d'en face. Autrement, on va faire les choses comme ça. Mais pour revenir, pour regarder la réalité d'en face, tout est maintenant public. Vous savez, je vous donne les références, vous pouvez cliquer. En 5 minutes, vous avez tout. Vous avez parlé avec raison de Brzezinski que j'ai connu qui me disait ça. Vous savez, il y avait des réflexions qui ont été publiées avant par Wolfowitz. Le même milieu, le même résultat. Regardez 1915, leur affaire, et 1919, les deux rapports Rand Corporation. C'était dit d'une manière directe que notre but, c'est de casser les rapports économiques en premier lieu entre l'Allemagne et la Russie. Voilà. Parce que le danger pour nous, c'est la création d'un grand pôle économique. Voilà. De casser dans la foulée. Et ça, je vais reprendre la phrase du président Macron. Il a dit avec raison que la prospérité, ça m'effraie quand il dit ça, la prospérité en Europe est terminée parce que c'était basé sur le gaz et le pétrole russe, Voilà. pas cher, sur le mandeur chinois, pas cher, l'absence des dépenses militaires exorbitantes, etc. Et ça, on est tombé dans ce piège. C'est une piège qui est une piège, vous savez, dans la réalité, on est tiré dans nos propres pieds. Parce que vous comprenez, aujourd'hui, vous regardez, la croissance en Allemagne n'existe pas. Il y a l'industrie allemande 25% de moins. Vous comprenez, l'économie verte n'a pas donné le résultat. Et vous savez, ces gens-là, ils pensent que ce sera le complexe militaire industriel qui va donner le résultat. On verra, mais moi, je crois que c'est très difficile parce que tout ça, ça exige énormément d'énergie. Et pour revenir à nos affaires de la négociation, vous savez, dans la négociation au Kremlin, vous savez, pendant ces 5 heures, il y a 3 jours, au Kremlin, quand ils ont discuté entre Witkoff et Kushner et Poutine, évidemment, ils ont discuté les aspects, c'est pas du tout négatif d'ailleurs, vous savez, ils ont discuté la perspective, ils se sont entendus de continuer des discussions, ils ont décidé de faire ça, la seule chose qu'ils ont décidé, c'est de garder ça ultra secret. J'espère bien que j'aurai quand même quelques reflets de ça, mais ce sera plus difficile même pour moi d'avoir les informations exactes sur ça, mais déjà, quand c'était pas trop encore, parce qu'ils ont dit maintenant, ça suffit, parce que les combines de ce genre-là... De part et d'autre, d'ailleurs. De toute manière, vous comprenez, je vais vous dire, ils ont été échaudés, mais chacun utilise ça à sa manière. Ils ont été échaudés par cette histoire, parce que franchement... D'écoute, parce que la majorité des choses se passent sur le téléphone complètement protégé, etc., du Kremlin, mais ils ont fait 2 ou 3 coups d'État sur WhatsApp. C'était des bêtises. D'ailleurs, ça en dit long sur les... Parce que les diplomates professionnels ne font pas, ce ne sont pas des diplomates professionnels, mais cette fois-ci, c'est terminé. Ils gardent maintenant ultra secret. C'est vraiment... Ils utilisent les téléphones cryptés maintenant. Cryptés complètement. Ça, et même plus, ils essaient de faire ça de telle manière que ce ne soit pas... Parce que vous savez, le problème là-dedans, c'est que maintenant, il ne faut pas même en faire les puces. Maintenant, on peut écouter. Mais bref, pour revenir à ça, mais pendant ces discussions, vous savez, on m'a raconté que 2 heures étaient consacrées à quoi? L'économie. Économie, l'Arctique. Là, je vous donne l'information, l'achat par les proches de Kushner de Nord Stream 2. Nord Stream 2, l'Arctique, Sakhalin, les Exxon, le retour, c'est-à-dire le truc est extraordinaire quand même. Mais pourquoi je vous raconte ça? Derrière ça, c'est pas
c'est pas seulement comme vous savez, en Trump, il y a une chose, ce qu'il est très pragmatique. Et vous savez, on entre, si on élargit un peu notre esprit, on entre dans la période où l'énergie sera déterminante. Maintenant, vous savez, surtout pour l'intelligence artificielle, et c'est une nouvelle époque qu'on entre. Ça exigera énormément d'énergie. Et Trump, encore une fois, cette information, ces sources extraordinaires que j'ai eues hier, il a tout à fait persuadé que ce qui se passe aujourd'hui devant nos yeux, c'est une nouvelle donne géopolitique. Ils sont au courant que la Russie maintenant n'a plus besoin de l'Europe. C'est très grave pour nous, oui, Laurent, je ne vous cache pas. Oui. Pourquoi il n'a pas... Les Russes restent très attachés à la France. C'est étonnant parce que les Russes continuent à aimer la langue française. Ils continuent à être francophiles. Tout ce qu'on vous raconte, qu'ils veulent venir à Paris conquérir, ils veulent venir à Paris pour acheter l'idiot et repartir. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Sûr, mais... Il n'y a pas même d'hostilité. Les choses. Parce que la tradition, longue histoire qui a été fondée par mon d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, de l'affinité entre la France et la Russie existe toujours. Et le duc de Richelieu qui a fondé Armand de Richelieu, cette ville, New York avant l'heure, extraordinaire. Vous savez, vous avez visité, j'imagine bien, Odessa. C'est extraordinaire. La ville est extraordinaire. C'est la douceur de vie. Vous savez, Armand de Richelieu est un copain il y aura un deuxième tome pour d'Artagnan de Saint-Pétersbourg consacré à Catherine II. Et la grande histoire de Catherine II d'amour, c'était avec un grand homme d'État, un grand chef de guerre, un grand diplomate, un grand poète qui s'appelait Potiomkin. Et Potiomkin, il a conçu cette ville. C'est une ville de coexistence entre les différentes religions. Coexistence entre les différents pays. Pour revenir à mes conversations cette fois-ci avec Chagall, il utilisait le terme New York avant l'heure. Oui, il New York à Chagall. Hein. Non, il venait, il était en Biélorussie, mais il aimait Odessa. Pourquoi? Parce que vous savez, les gens ne savent pas. Mais tout c'est un village biélorusse. Oui. Oui. Mais je vais vous dire, le village extraordinaire, c'est reflet. Vous savez, c'est quelque chose, les couleurs de Chagall. Vous savez, je vais vous dire pourquoi je suis tellement attaché de venir ici. Parce que vous savez, à l'époque, quand j'ai connu Dali, Kandinsky, Picasso à l'époque, Chagall, bien entendu, Zadkine, tout ça, c'était la France, comme les ballets russes. Diaghilev, il disait, pour réussir, il fallait venir à Paris, mais pour réussir à Paris, il fallait être avec les ballets russes. Mais détrompez-vous, ce n'était pas les ballets russes. Pourquoi on dit « je gueule contre la russophobie » ? Parce que ça existe. Plus que jamais, la russophilie. Vous savez, ils ont créé au sein de ballets russes, ce n'est pas les ballets russes, c'est les ballets parisiens. Il n'y avait pas un grand créateur du XXe siècle qui n'était pas dans cette compagnie. Et le centre intellectuel, le rayonnement, c'était Paris. Et après, je suis désolé de vous dire, c'est comme la diplomatie aujourd'hui, on a laissé ça aux Américains, mais voilà, New York. Notamment après 1945. Mais franchement, nous existons aussi. Oui. Moi, mon esprit francophile existe aussi, etc., etc. Mais pour revenir à ces affaires économiques, il ne faut pas sous-estimer, c'est-à-dire dans l'esprit de Trump, il y a une très grande réorientation de la Russie. Il y a un accord que n'a pas suffisamment, nos gens qui sont tombés de la Lune, ils n'ont pas relevé. Il y avait début septembre un accord extraordinaire, ça s'appelle la force de la Russie 2, encore une fois, c'est-à-dire réorientation dans les années à venir d'exportation du gaz et du pétrole vers la Chine. Aujourd'hui, quand nous parlons, Poutine se trouve en Inde. Il y a des accords extraordinaires, encore une fois, mais vous savez, la base de ça, c'est l'échange technologique. La base de ça, c'est un nouvel équilibre inévitable, je vous dis, dans le monde. Inévitable. Et il y a deux solutions. Soit on ferme les yeux, la politique d'autruche,
et on dit que ça n'existe pas, et on se raconte des histoires, etc. Soit on prend la réalité en face, la réalité militaire, on peut en parler, la réalité diplomatique, le rôle de ces pays. Et dans ce cas-là, on trouve ce que j'appelle modus vivendi. Il ne s'agit pas de partenariat. Les Kushner et les Mais je voudrais vous poser une question, cher Vladimir Fedorovski. L'obsession américaine d'empêcher la formation de cette synergie économique européo-russe Bien sûr, mais c'est réussi. Hein. Voilà. Ça, c'est déjà Alors, fait. Trump veut établir une passerelle économique et financière américano-russe, mais les Américains ne voudront pas laisser les Européens s'engouffrer dans cette réconciliation pour aller faire des affaires en Russie à nouveau. Qu'en pensez-vous? Évidemment, mais c'était déjà acquis. La combine était faite. Mais je vais vous dire, mais comment empêcher les Européens Laurent, de... vous savez, dans ce genre d'affaires, c'est une affaire de trou. Moi, j'ai mené beaucoup de négociations. La négociation, quand on se passe négociation, je peux vous dire comment il faut mener des propositions, à leur dire. Et d'ailleurs, ils suivent parfois les choses, parce que c'est public, je publie dans les livres, notamment sur Trump et Ivan le Terrible, et Poutine et Ivan le Terrible, avant-dernier livre. Je publie les choses je leur dis d'une manière précise. Mais vous savez, c'est un problème d'équilibre. Le problème là, c'est très simple. Si on entre dans le monde où il y a la confrontation tous azimuts, dans ce cas-là, tout le monde sera perdant. Les Américains, évidemment, ils ne veulent pas le retour à la situation d'avant. Mais vous comprenez, prenons l'exemple qui vous est cher, Nord Stream 2. Nord Stream 2, si c'est vendu aux Américains, comme je pense que c'est... Alors qu'ils l'ont saboté. Non, mais ça c'est... Mais ce sera, à mon sens, on s'oriente vers ça. On s'oriente vers ça. Ils vont prendre 30%, à mon sens, sur la route. Comme les Indiens prennent maintenant. Vous savez, ça c'est-à-dire l'affaire de ça. Mais vous savez, ils vont vendre le gaz et le pétrole russe ici. Ce sera, vous comprenez, ce sera une sorte d'équilibre. Ça. Il faut trouver les astuces pour essayer de calmer les choses. Je me souviens de mes conversations avec Kissinger autrefois. Quand il y avait les moments les plus difficiles, il disait qu'il faut utiliser la diplomatie culturelle. Il faut rétablir le contact avec la société civile. Moi, j'ai un projet faramineux parce que je ne voudrais pas laisser tout aux Américains parce qu'eux, ils ont fait la comédie musicale autour de Guerre et Paix. J'ai fait avec un grand compositeur français, à Sousse, il s'appelle, il travaillait pour Johnny, etc., la comédie musicale sur Anna Karenine. J'espère bien qu'on va réussir. Si quelqu'un voudrait me contacter à ce sujet, il est bienvenu pour me soutenir, parce que je pense que dans ce contexte-là, il faut trouver un créneau pour éviter la rupture définitive avec la Russie. Parce que vous savez, la situation telle qu'elle est, si on s'oriente vers l'accord, puisque l'accord, vous savez, la base de l'accord, de toute manière, c'est, comme Trump il est très remonté, comme il a besoin vital pour lui de cet accord, je pense que tôt ou tard on va... Et les échéances sont brèves, là. Et les échéances, vous savez, ça reste... il faut le faire avant le débat sur le mi-mandat, c'est-à-dire les chansons. Mais vous êtes optimiste, là, vous pensez que... Vous savez, je vais vous dire, par rapport à notre dernière rencontre, je suis plus optimiste. Oui, parce que je vous avais trouvé très sombre la dernière fois. Vous savez, à l'époque, comme il y avait continué les négociations secrètes, mais ça n'a donné pas, mais cet nouvel esprit qu'on m'a raconté de Trump, qui dit, maintenant, vous savez, je vais vous dire, cette affaire, il y a deux facteurs. Il y a le facteur de Trump, pour lui, c'est vital. Deuxième facteur, quand c'est vital, ils sont prêts à utiliser des grands moyens. Parce que détrompez-vous, c'est cette affaire un peu rocambolesque des toilettes en or qui ont été achetées par l'argent volé en Ukraine. C'est l'affaire de la corruption. Vous savez, c'est une affaire, vous devez comprendre. La corruption en Ukraine. Hein? En Ukraine, c'est
Les Américains ont appuyé sur le bouton. C'est un organisme qui était là-bas, qui est contrôlé complètement par les Américains. Ils disent publiquement maintenant, encore hier, ils ont dit « détrompez-vous, il ne s'agit pas des millions, mais ils ont sorti un chiffre ahurissant, mon cher. C'est quand même 48 milliards de dollars, vous comprenez tout ça. Tout ça, je vais vous dire, le temps de rigolade est terminé. Pour Trump, c'est-à-dire le message est clair. Et vous comprenez quand même le départ du numéro 2, celui qui était en réalité, qui gérait l'Ukraine, Yermak, il s'appelle chef d'administration de Zelensky. Tout ça, c'est les choses comme ça. C'est-à-dire, on fait maintenant, le message est clair. Et ça me donne l'ambiance. Il y a un aspect, vous savez, encore une fois, il ne faut pas se mentir, parce qu'il faut être très précis sur la situation au front. La situation au front est dramatique pour les Ukrainiens. Totalement. Vous comprenez, ça je ne voudrais pas vous submerger avec les noms qui sont les miens, mais vous savez, Pokrovsk, Kupiansk, dans Zaporozhye, Liman, perspective de la... Vous savez, plus ça dure, Trump, hier, il a dit, vous savez, arrêtez, vous n'avez pas... Comme vous savez, il est artiste comme moi, il dit, I don't like it, vous n'avez pas de carte. Vous n'avez pas de carte. Arrêtez. Plus ça dure, plus ça sera dramatique. Il s'agit, vous savez pourquoi? Il s'agit pour chacun, il s'agit, je dirais, il joue son destin. Trump joue son destin. Poutine, il joue son destin. Mais Trump, il peut couper les satellites à un moment donné aux Ukrainiens. Non, mais il a déjà dit, le satellite, vous savez, tout ça, c'est renseignement. Déjà, vous savez, l'arrivage de ça, il faut avoir de l'argent. Vous connaissez, ils pensent qu'ils vont piquer l'argent chez les avoirs russes ici bloqués, mais vous savez, les Belges n'acceptent pas ça, ils gueulent, ils vont faire le procès. Le procès, c'est quand même, jusqu'à la preuve de contraire, et même la BCE n'accepte pas de garantir... La BCE, évidemment, vous comprenez, tout ça, c'est compliqué. Il faut... on revient au conseil de mon ami d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, Avlias Lestok, qui disait la géopolitique, c'est aussi l'arithmétique. Comment payer? Comment payer? Et ces chiffres-là, 48 milliards volés, c'est pas les... Vous savez, ce qui m'a choqué, évidemment, avec mes origines ukrainiennes, qu'ils ont volé, vous savez sur quoi ils ont volé? Ils ont volé sur les gilets pare-balles. Ça, c'est dégueulasse. Vous savez, c'est les enfants, les petits Ukrainiens sont tués là-bas sur le front, qui sont courageux. Vous savez, il ne faut pas dire qu'ils se battent d'une manière courageuse, mais ils sont... Vous savez, on baisse les bras. Et détrompez-vous, tout se sait. C'est vrai que l'État profond n'a pas baissé les bras. C'est vrai qu'il y a ici tous ces vestiges, tous ces gens-là qui essaient ça. Mais vous comprenez, l'affaire de la corruption, c'est pas des petites choses. L'affaire de la corruption, ça fait beaucoup de remous aussi. Mais alors Zelensky reste un obstacle majeur là au milieu. Vous savez, ça, c'est une question que beaucoup de gens s'opposent. Évidemment, on prépare maintenant la relève, parce que vous savez, vous avez vu cette publication extraordinaire qui n'est pas écrite par lui, par celui qui représente une sorte de relève pour les Anglais. C'est l'ancien commandant en chef des forces ukrainiennes. Oui, Zaloujny. Qui est ambassadeur d'Ukraine. Ambassadeur de l'Ukraine, tombé en exil. Il a publié la semaine dernière un truc absolument ahurissant, en très bon anglais, je dis, qui lui a écrit ça, c'est très structuré, mais il dit il faut arrêter. Il faut arrêter, après, il faut reconstituer, etc. Donc ça pourrait être le remplaçant de Zelensky. Ça, c'est dans l'esprit anglais, mais ça, il y a d'autres aussi. Il y a, vous savez... Il y a quelqu'un, je vous donne l'information, qui était sous-estimé ici, qui est plutôt en bonne oreille chez les Américains, qui était leur homme, qui s'appelle Boudanov. Boudanov, c'est un chef de sécurité, c'est un jeune garçon qui mais qui a mené... Il est plutôt extrémiste, lui, non? Vous savez, c'est un terme, vous savez, par le temps pareil, on peut faire toutes les étiquettes. Extrémiste, évidemment, c'est un chef qui est un saboteur en chef.
Vous comprenez, qui a fait... Vous savez, mais il y a deux choses sur lui que je tiens à vous signaler. Vous savez, il y a une année et demie, il vient voir les Américains. Ça, encore une fois, ils ne lisent pas. C'est Washington Post qui a publié ça. Il vient voir les Américains, mais il est très proche des services, c'est-à-dire les services côte à côte. Il travaille. De toute manière, aucune opération, même les frappes sur les tankers, évidemment, ne peuvent pas mener sans les satellites, et puis sans Starlink, c'est impossible. Et sans Starlink. Oui, ça c'est impossible. Mais évidemment, lui, il vient voir les Américains. Et il dit, vous savez, la guerre est perdue. Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, la guerre est perdue. De toute manière, c'est plié. Les Russes, ils proposent des choses, la guerre sale, comme le dirty war, mais c'est-à-dire les opérations de ça. Il y a là-dedans d'où vient une erreur majeure qu'ils ont fait, vous vous souvenez, avec cette opération Kursk, vous vous souvenez, quand ils ont essayé de taper sur le centrale nucléaire, c'est complètement dingue. Ils voulaient faire un désastre nucléaire. Donc, évidemment, ça, c'est les choses qui sont complètement dingues, mais il a dit ça. Mais il y a 2 semaines, et ça, les Russes n'ont pas été tellement contents, ils ont révélé qu'il y avait une rencontre ultra secrète. Encore une fois, c'est ridicule, maintenant, aucun secret n'est gardé. C'est Abu Dhabi, vous avez vu ça. Vous savez, qui vient à Abu Dhabi discuter? Ils ont discuté, soi-disant, les échanges de prisonniers, etc. Bogdanov. Évidemment, avec tout le staff des services secrets russes, et qui était à côté d'eux? C'est un général américain. Oui, vous savez, ça, c'est les choses comme ça, c'est-à-dire, il y a lui, mais vous savez, je vais vous dire, le problème là-dedans, c'est un problème maintenant, c'est, vous savez, dans ce genre de négociation, je ne sais pas comment les Ukrainiens vont réagir. Les Ukrainiens, on sait que 75% les sondages de la CIA sont s'ils veulent sortir de la fin de la guerre. Oui. Parce que vous savez, les gens, ils n'ont pas... le problème est simple, les gens souffrent, les gens trop de tués, ils n'ont pas de personnel, les choses comme ça, l'avancement russe est spectaculaire, soyons très clairs, parce que les gens ne veulent pas ce qu'ils écoutent, nos copains, il ne faut pas le prendre au sérieux. En France, rien ne sort là-dessus, hein. Non, mais vous savez, mais la France, l'affaire de la corruption, les déclarations de Trump hier, vous comprenez quand le fait qu'il a dit qu'on est à la veille de la guerre mondiale, tout ça, ça ne sort pas. Encore une fois, les gens ne lisent pas assez et on est le danger là-dedans et ça ne me gêne pas outre mesure qu'il y a la propagande. C'est la guerre. Pendant la propagande, la guerre existe. Mais ce qui est grave, que la propagande maintenant se répercute sur la politique réelle. Il y a une sorte d'auto-intoxication. Quand les gens, vous savez, au fait, pour abréger, les gens mentent et croient à leurs mensonges. Oui. Pendant la guerre froide, je suis désolé de vous dire, on mentait. Mais on n'y croyait pas. Voilà. Quand j'ai travaillé avec Kissinger, on oubliait tout. Vous savez, ça, bien sûr. Les choses comme ça. Voilà. Et alors, vous êtes assez optimiste, alors Vous savez, il y a l'alignement de planètes qui est maintenant là. Le Trump est excédé. Il a un besoin vital de l'accord. Ce n'est pas seulement le prix Nobel, il aura son prix Nobel, mais c'est surtout que, vous comprenez, c'est son destin qui joue. Et ils ont fait, vous savez, dans ces affaires, ils ont fait une gaffe terrible. Ils ont touché à sa famille. Et quand ils ont touché à sa famille, Witkoff, c'est très proche, c'est un ami très proche, ça, c'était une goutte d'or. Il y a une chose sur laquelle il faut revenir aussi. Vous comprenez, dans cette affaire, un jour je vais faire un livre sur le journal de la guerre, il y avait les dates. Et il y avait les dates quand, vous vous souvenez, ce général qui est maintenant en perte de vitesse, qui va partir, Kellogg. Il est venu en mois de Kellogg, il est venu en septembre, d'ailleurs en présence du secrétaire d'État américain, Rubio, et ils ont développé une thèse qui ne correspondait à rien, en disant que l'Ukraine est en train de gagner la guerre,
que les Russes, ils ont arrêté leur offensive et que Pokrovsk, c'est le centre vraiment de basculement maintenant, les Russes ne vont jamais... Les Russes, ils ont déjà pris ça. Mais ça, c'est l'exemple de l'auto-intoxication. Au lieu de regarder, c'était le vue de satellite, ils ont raconté des histoires. Et Trump, vous comprenez, Trump, il a beaucoup de chats fouettés, quand même, il est obligé de prendre ça en compte. Mais, vous savez, il y a un côté pittoresque, maintenant, il y a une rivalité entre les analystes disons, de services militaires américains et de la CIA. Et la CIA, paradoxalement, elle est devenue beaucoup plus lucide. Ils ont été très inquiets. Ah, la CIA commence La CIA, maintenant, c'est comme les généraux d'ici, vous comprenez, détrompez-vous, les généraux, les partisans de la diplomatie, c'est un paradoxe. Oui. C'est pas du tout les diplomates, c'est pas du tout les philosophes. Les philosophes, c'est les plus va-t-en-guerre. Oui. Et c'est les militaires qui savent la situation, les situations réelles, qui sont dans l'esprit de mon ami Lestock, qui disent qu'ils prennent la calculette et ils voient combien on peut dire. Vous comprenez, il ne faut pas se leurrer. Les Russes produisent 5 millions d'obus, ici on produit 45 000, tout ça c'est... Mais bref, mais la CIA... La CIA est venue, on m'a raconté ça. La CIA, il est venu voir Trump, il a dit, attendez. Mais Trump, dans la foulée, il est très spontané. Vous savez, je vais vous dire encore une fois, parfois, je suis désemparé puisqu'il est très rapide et il mélange... La diplomatie, c'est toujours discret. Maintenant, on a décidé de faire ça discrètement, mais il sort tout de suite les choses qu'il a entendues au dernier venu. Et il a sorti à l'époque, vous vous souvenez, cette phrase que la Russie, c'est un tigre de papier, que l'Ukraine va gagner la guerre, n'importe quoi. Et bref, ça a gêné les Russes. Pas parce qu'on s'en fiche, mais simplement, si ça vient du président américain, ça ne correspond à rien. Oui. Les Russes, ils ont souri, mais peut-être, etc. Mais chez Trump, ça a laissé des traces. Parce qu'il a compris assez vite, grâce à ces données de la CIA, que ça ne correspondait à rien. Et c'était la fin de Kellogg. Parce qu'après, vous avez vu Kellogg, il était, à un moment donné, il est retourné, maintenant, etc. Il a été écarté. Et maintenant, d'où l'apparition de Kushner, d'où réapparition en force, et cette fois-ci publique, parce que, franchement, les contacts avec Witkoff ont été quasi quotidiens et très profonds, et même beaucoup plus nombreux que vous pensiez. La seule chose que, vous savez, la manière russe, et qui est maintenant la décision de deux côtés, c'était de mener des contacts sérieux, étape par étape, de préférence par les professionnels. Parce que vous savez, il y a là-dedans l'aspect qui est discuté, et ça, je suis un peu partagé, pour vous dire. Parce que beaucoup de gens ici, pour discréditer encore une fois cette méthode qui est utilisée, on dit ce sont des amateurs, etc. Oui. Mon argument contre ça, vous savez, les professionnels nous ont ramenés à la guerre mondiale. Calmons-nous. Moi, j'étais diplomate. La diplomatie était tuée. Les contacts, vous savez, pendant la guerre froide, moi, je menais ces contacts, souvent confidentiels, parfois publics. Mais je dois vous dire qu'on n'a jamais eu la situation quand on a perdu le contact à haut niveau. Ça, c'est le truc. C'est-à-dire, on était nuls. Par conséquent, et ce n'est pas la première fois que les émissaires de ce genre-là, ils ont peu dénoué la situation. Parce que les gens, je vous ai raconté l'opération Pike, mais il y a Hopkins, il s'appelait Hopkins, l'émissaire de Roosevelt. Les contacts avec Staline des Américains ont été menés de la même manière. Sans parler de côté pittoresque que vous connaissez certainement, vous savez que la crise de Cuba, encore une fois, était dénouée grâce à un contact entre Robert Kennedy, une sorte de playboy, qui n'était pas d'ailleurs diplomate, qui était un espion, basé là-bas à New York. Il sortait avec l'actrice d'Hollywood ensemble.
Et dans la foulée, il changeait des informations, etc. Il y a un côté un pittoresque, c'est-à-dire je ne peux pas accepter l'argument que ce n'est pas les professionnels. Là où on peut faire ça, et je pense qu'ils vont faire, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'on s'oriente vers les rencontres très structurées. Et on va travailler comme j'ai travaillé autrefois, dossier par dossier. Ouais. Et on va, vous savez, quand on a préparé multiples accords, j'étais mêlé quand j'étais spécialiste du contrôle des armes, il y avait des diplomates professionnels qui ont été menés sur les fusées de moyenne portée à Vienne, sur les accords stratégiques à Genève. C'est des conversations souvent assez longues, mais très professionnelles, qui préparaient les sommets et le dénouement heureux de la conférence. Alors, cher Vladimir, nous allons devoir passer un message et après lire quelques messages d'auditeurs. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros. Par avance, merci. Chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis qui reçoit aujourd'hui M. Vladimir Fedorovski, ancien haut diplomate russe, écrivain, auteur de D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, édité aux éditions Ballant en octobre 2025. M. Fedorovski interviendra dans une conférence demain samedi 6 décembre à 15h au centre russe Quai Branly. Voilà. Le thème de cette émission, aujourd'hui, la guerre entre l'Occident et la Russie est-elle inévitable? Plusieurs messages sont arrivés, je vais vous les dire un petit peu en rafale. Absolument, voilà, le peuple français, alors tout d'abord un auditeur qui là se concentre plus sur la France, le peuple français n'a-t-il pas intérêt à manifester contre ces dirigeants irresponsables qui veulent à tout prix la guerre en Europe entre chrétiens? Cette guerre signera la fin de la chrétienté en Europe pour mettre en place le califat venant des Émirats arabes unis. Une auditrice, cette fois-ci, un petit peu dans le même sillage. Le vrai danger, ce ne sont ni les Russes ni les Américains, mais le monde musulman. Il faudrait que Russes et Américains nous défendent contre les musulmans. Autre message encore. Un auditeur, cette fois-ci revenant sur notre sujet, la guerre du Donbass se résume en deux villes, Sébastopol et Odessa. Tant que ces objectifs ne seront pas atteints, ils le sont à 50%, cette guerre devrait logiquement se poursuivre. Enfin, un dernier message, et d'autres arrivent, merci beaucoup Martine. Bonjour, alors un message d'Olivier. Bonjour, derrière l'Amérique, n'y a-t-il pas Israël et ses dirigeants et représentants qui tirent les ficelles pour qu'une guerre se propage en Europe? Ça permettrait de réarmer les États européens pour défendre l'État d'Israël en conflit permanent avec les pays musulmans. L'Europe n'est-il pas un moyen d'échange pour que cet État d'Israël se pérennise, voire s'étende territorialement? Merci de votre réponse, très bonne émission. Là, je reçoit donc un nouveau message. Bonjour, pensez-vous que Trump ait accepté l'idée d'un monde multipolaire où ce rapprochement centré sur le plan commercial des matériaux stratégiques est-il une tentative pour casser les BRICS et surtout séparer la Russie de la Chine? Vous savez, ce message est très pertinent, le dernier. C'est vraiment très pertinent parce que, vous savez, derrière la situation actuelle, il y a une très grande inquiétude et avec raison. Moi, je considère que c'est la plus grande erreur occidentale qui a été commise, c'est de pousser la Russie dans les bras de la Chine. Ce qui se passe, c'est une création d'un nouveau monde
À mon sens, c'est inévitable, pour vous dire. Le monde multipolaire, c'est, comme disent les Russes, c'est trop tard pour boire l'eau minérale. Soit on accepte la réalité et on trouve vraiment le monde suivant. Trump, pragmatique qu'il est, il a compris qu'il ne va pas faire séparer, maintenant c'est trop tard, de séparer la Russie de la Chine. Mais il peut trouver l'équilibre, atténuer ça. Et vraiment, l'Europe peut jouer son rôle sur ce plan-là. Parce que l'Europe, vous savez, je vais vous dire, c'est une discussion très profonde en moi. Parce que je suis obligé de vous dire la vérité. La vérité qu'aujourd'hui, triomphe, disons, le message que je vous ai raconté, qui vient des tripes de l'histoire de la Russie, du grand tsar, qui était Ivan le Terrible. Qu'est-ce qu'il a dit texto? Qu'il n'y a rien à faire avec l'Europe. L'Europe nous considère avec mépris, nous regarde avec mépris, elle est en but d'elle-même et nous sommes banalement trop grands pour l'Europe. Nous représentons un danger Par conséquent, il faut travailler avec l'Asie. À l'époque, au XVIe siècle, il disait qu'il faut travailler avec ça. Et donc, je dois vous dire que Poutine, qui était au début dans la tradition que je décris dans le D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, de Pierre le Grand. Pierre le Grand, c'était un tsar occidentaliste. Absolument. Et c'était quelqu'un qui pensait que l'Europe et la Russie sont complémentaires, la France et la Russie sont complémentaires. Vous savez, je décris dans le livre comment il a visité en 1717 la France, elle était très attachée, et puis cette tradition de francophilie poussée au pinacle par Élisabeth, etc. Mais Poutine est très attaché à la France. Je dois vous dire, il est très intéressé à la France. Et il est dans cette tradition-là au début, mais maintenant, il s'agit des choses graves. Et je pense qu'on assiste, à mon grand regret, un moment de bascule. C'est-à-dire, les Russes, aujourd'hui, Poutine se trouve aux Indes, c'est un symbole. C'est un symbole de ça, l'Inde et la Chine, c'est-à-dire la création d'un monde multipolaire est déjà là. Mais Poutine, j'ai fait 6 livres sur lui. Je connais la bête mieux que vous, et vous savez, ils sont vendus dans beaucoup de pays, etc. Et je connais ses dispositions. En soi, il est très rationnel. Et son message, si on se souvient, ça m'est arrivé au début des années, c'était à la fin des années encore 70, de parler avec lui. Son message était à l'époque l'aigle bicéphale. Oui. L'aigle qui regarde l'Asie, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe autrement. Et ça, c'est maintenant, il faut avoir beaucoup d'astuces de la part de nous tous pour essayer de vraiment renouer des contacts. Et moi, par obligation, rien qu'avec ce livre, D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, moi, je dois essayer de jouer un rôle de trait d'union avec ça, de vous apporter 2 aspects. Et vous savez, détrompez-vous. Je viens avec beaucoup d'élan chez vous, mais je viens ailleurs, je ne suis pas obligé de venir. Mais je suis tellement inquiet que je dois apporter 2 choses. Mon esprit francophile, c'est-à-dire dire que rien n'est perdu, que nous avons eu des rapports exécrables au moment de la guerre de Sébastopol, au milieu encore de la guerre de Crimée. Oui, la guerre de Crimée. 1851, 54, 56, 55. C'était 1800, au 19e siècle. Oui. Au milieu du 19e siècle. Qui était vraiment sur instigation britannique. C'était une instigation britannique, il y avait beaucoup de pertes. Mais je vous raconte ça parce que, vous savez, comme je sens l'alignement de planètes, dans cette affaire, je mise sur une chose très précise. Je mise sur l'histoire longue, sur l'affinité de ça. En quelque sorte, le fait que les Russes adorent D'Artagnan, non seulement de Saint-Pétersbourg, mais votre D'Artagnan, notre D'Artagnan français, il adore. On me demande souvent qui est le meilleur agent d'influence français maintenant en Russie.
Je dis D'Artagnan, parce que les Russes adorent. Deuxième, c'est Napoléon, puisqu'il se déguise toujours en maréchal d'Amblève. Ils ont perdu avec Napoléon, mais il adore Napoléon. Mais bref, les choses comme ça. L'histoire longue, l'affinité entre les peuples, au-delà de l'écume du jour qui nous rattrape à chaque instant. Vous comprenez, ça c'est un message qui vient de tripes. Et ça, pourquoi je vous dis propager? Puisque l'analyse de votre auditeur, qui est une analyse pertinente, et je vous félicite, vous savez, je vais vous dire, je suis très touché, ça reflète l'esprit français. Un auditeur qui intervient souvent. Absolument, je vous signale qu'ils sont, vous savez, je vais vous dire, je suis frappé par un décalage terrible pour les gens de la presse. Vous savez, aujourd'hui, le public est beaucoup plus pertinent que la presse. La presse du système. Alors, absolument. Glorifions les médias alternatifs. Avec vous, Laurent. Voilà. On ne peut pas comparer, cela va sans dire. Mais vous savez, je vais vous dire, le problème là-dedans, je vais vous dire pourquoi. Parce que je regarde, même quand les gens aux affaires, je regarde les gens différents, les gens simples, les dirigeants d'entreprises, etc. Ils ont tous quelque chose que j'aime en France. C'est l'esprit de bon sens. Le bon sens qui nous doit nous guider, et c'est pour ça que j'essaye d'atténuer les choses que peut-être c'est, depuis quelques jours, je sens que peut-être ça va donner une certaine perspective, parce que je vous dis, c'est ce côté nouveau en Trump, intraitable, ce côté qu'il balance maintenant, ça dans la figure, carrément dans la figure. Et quand il a chargé aussi ses ministres de balancer sa figure, vous imaginez qu'il a dit, les Européens viennent, il a dit, c'est une illusion, ministre de la guerre, secrétaire d'État, une illusion. L'autre, il dit, c'est un fantasme. Il faut utiliser ce terme. Diplomatiquement, ces gens-là, vous savez, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ça. C'est l'esprit nouveau sur ça. Et je mise sur, vous savez, qui est plus fort? L'écume du jour ou l'histoire longue? Et encore une fois, il y a une chose que tôt ou tard, et là vos éditeurs ont raison, tôt ou tard, vous comprenez, vous savez, d'où vient la complexité de la situation. Tôt ou tard, pour ces erreurs d'analyse, les gens qui ont le bon sens, ils peuvent présenter le compte. Mais l'esprit russe est toujours de jouer sur du long terme. L'esprit russe, c'est souvent de jouer sur long terme aussi. Mais vous savez, pour jouer long terme, il y a une chose, il faut survivre à court terme. Oui. Et à court terme, la situation reste dramatique. Je ne me cache pas que la situation reste dramatique. Mais où il y a ce nouveau facteur, que les Américains sont formels, qu'ils disent ouvertement maintenant qu'ils ne vont pas y aller, et sans eux, vous comprenez, c'est très, très, très difficile. Il faudra trouver... ma femme me reproche que je suis trop diplomate quand je parle. Surtout dans la télévision, ils disent qu'il faut dire plus de choses, plus rudement. Mais ma nature diplomatique et mon itinéraire me pousse à penser que, vous savez, peut-être Dieu sera avec nous et qu'on peut trouver les nouveaux équilibres pour éviter, puisque l'alternative, posons la question très simple. Quelle est l'alternative? C'est la guerre. C'est la guerre, c'est la fin de la civilisation. Je me souviens, vous comprenez, je ne sais pas s'ils savent ça, mais vous comprenez, j'ai rien que deux choses. Vous êtes une pertinente analyse. Regardez ces fusées Oreshnik, qui peuvent porter les armes nucléaires, mais le dégât sans armes nucléaires, équivalent aux armes nucléaires. Et qu'ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables, ils sont partout. Un quart d'heure. Partout. Mais pour vous dire, il y a un souvenir qui me hante. Vous savez, ça me perturbe, je ne sais pas si je dois vous raconter ça. Si, il y a, non, je ne veux pas terminer avec ça, mais vous savez, vraiment, sur ce plan-là, je vous ai cité l'Oreshnik, mais je ne voudrais pas terminer avec ce souvenir qui sont trop rudes, parce que vous pouvez me faire confiance que l'alternative, c'est l'anéantissement de la civilisation européenne, l'anéantissement du monde. Oui. Ou le modus vivendi
qui est l'intérêt de tout le monde. Et en premier lieu, Mais ça, il faut bien Et le en- dire. Hein, il en faut le premier, dire. et en premier lieu, mais j'aurais pu vous sortir un souvenir terrible, mais je ne vais pas le sortir parce que c'est la fin de l'émission. La prochaine fois, je vous Oui. promets. D'accord. Alors, il y aura une prochaine fois. Nous avons encore Il deux nous reste minutes. 2 minutes. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous réinviterons Vladimir Fedorovski au fil des négociations pour savoir si son nouvel optimisme, pourrait-on dire, Un brin d'optimisme. Vous savez, ma position est la suivante. Je garde l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence. oui. et en tout cas... Mais ça va peut-être se traduire économiquement, ayant cette... Évidemment, l'économie, Et c'est important. entre- Pour eux, c'est aussi entre important. la Russie et l'Amérique, mais nous, l'Europe, on sera bien derrière. Hein. Évidemment, mais il faut trouver... c'est quand même le continent européen. C'est Il ne faut pas... Vous comprenez, la situation est très sérieuse. L'Europe existe aussi. Les Russes ne sont pas européens. L'histoire longue nous pousse. Tchaïkovski et Tolstoï sont plus forts que l'écume du jour. Vous comprenez? C'est ça, sur ça c'est que une je belle formule. je mise. Oui. Eh bien, écoutez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un beau cadeau de Noël, c'est le beau livre de Vladimir Fedorovski, D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, paru aux éditions Ballant en octobre dernier. Donc, ce serait un beau cadeau de Noël au pied du sapin. Et ça glorifie le rôle d'un grand Français dans la politique russe du XVIIIe siècle. Dans la Russie du XVIIIe siècle, mais pour vous réconforter, mon D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, c'est l'hommage au génie français. Absolument. Merci à Exactement. notre réalisatrice Claudia et à Martine pour la prise des très nombreux messages. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous souhaite en tout cas un bon Noël. À bientôt.